Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Combien de fois par semaine on entend parler de vol de données, de fraude numérique, etc. On va parler aujourd'hui avec le journaliste à la section argent du Journal de Montréal, Gabriel Côté. Bonjour, Gabriel. Salut, Pierre. Bonjour. Alors, cet article d'aujourd'hui, quand même, était très concret, très pratico-pratique. Quoi faire, entre autres, quand on se fait voler son numéro d'assurance sociale? J'ai trouvé ça très pertinent parce que c'est un numéro qui semble tellement inoffensif. Je me souviens, j'avais une carte toute cassée que j'avais gardée, que j'utilisais de temps en temps, parce que tu ne sors pas ça tous les jours au dépanneur pour payer ton popsicle. Mais quand même, cette carte-là est un numéro qui est profondément lié à ma personne. Quels sont les risques qu'on court aujourd'hui quand ces gens-là vont chercher ces numéros? Ben, si quelqu'un dérobe notre numéro d'assurance sociale, il va pouvoir faire certaines choses comme demander un emploi, par exemple, si votre adresse, votre numéro d'assurance sociale, il va pouvoir donc faire semblant que est vous, usurper votre identité. Puis, il n'enverra pas l'argent. Non, mais il n'enverra pas l'argent, mais vous allez devoir payer de l'impôt dessus, par exemple. C'est ça qui est un petit peu tannant. Donc, au sens de l'Agence du revenu, c'est comme si vous alliez avoir les revenus que cet individu-là va avoir fait en usurpant votre identité. Donc, vous allez devoir payer des impôts sur ces sommes-là à la fin de l'année. Ça va être une surprise sans doute désagréable. Sinon, il y a d'autres choses là, qu'on peut faire quand on a un numéro d'assurance sociale. On peut demander du crédit. Donc, un fraudeur qui mettrait la main sur cette information-là pourrait demander du crédit en votre nom. Puis, donc, vous mettre en dette, là, ce qui peut occasionner certains problèmes aussi. Est-ce que, dans votre papier, vous évoquez, entre autres, qu'avec un numéro d'assurance sociale, en tout cas, ça facilite la récupération des mots de passe pour éventuellement accéder à nos finances? C'est l'ensemble de... Ça faisait référence plus spécifiquement là, à l'ensemble des données qui ont été vendues. Oui, à 10,80 $ l'information, c'est ce qui était la page frontispice du Journal de Montréal hier. C'est ça que ça valait pour un voleur. Avoir certaines de vos données financières chez Desjardins, ça valait 10,80 $ par personne, par potentielle victime. Oui, c'est ça. Donc, quand les fraudeurs réussissent à mettre la main sur un certain nombre d'informations, comme votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre numéro d'assurance sociale, ils sont en mesure de prouver finalement qu'ils sont la personne, s'identifier à notre place, bien sûr, pour faire des demandes avec ça. C'est ça. Donc, ils vont pouvoir avoir accès à des codes de récupération, par exemple, d'adresse courriel ou des comptes sur les réseaux sociaux. Les fraudeurs, ça les intéresse de faire ça parce qu'ils peuvent ensuite faire des sollicitations auprès de vos proches, puis obtenir encore plus d'informations à votre sujet pour finir de voler votre identité comme faux, ou encore soutirer de l'argent. Là. Donc, il y a toutes sortes de stratagèmes là, qui partent de là. Qui fait ce genre de vol? Est-ce que c'est le petit bum à côté qu'on trouve louche, ou si c'est 100 personnes dans une usine comme dans le film? J'ai vu un film récemment là, de Beekeeper avec Jason Statham qui vient venger une pauvre madame qui s'est fait vider ses comptes par des bandits dans un grand immeuble très Silicon Valley-esque, très propre, très beau, très chic, et qui font ce vol-là de façon systématique. Ils font que ça. C'est comme passer là, le filet dans l'océan pour attraper des poissons. Oui, il y a des fraudeurs, des petits fraudeurs professionnels, des petits criminels qui passent leur temps. Ils ont des algorithmes sur Internet où ils peuvent recouper différentes informations. Donc, quand il y a une fuite de données, par exemple, votre date de naissance fuit, ils peuvent... l'algorithme travaille, si on veut, tout seul pour eux déjà. Donc, ils sont derrière le clavier de leur ordinateur, dans le confort de leur foyer, puis ils volent vos données comme ça. De là à savoir c'est qui, j'ai pas de nom à vous donner là, ce matin. Non, je comprends, mais le type de voleur, sais-tu, par exemple, combien de fois? Moi, je suis toujours un peu surpris de recevoir un courriel avec un logo, disons, d'une compagnie très connue, mettons, Purolator, puisque ça nous appartient, ça appartient à la Société canadienne des postes. Alors, le logo de Purolator, mais comme pas avec les bonnes couleurs, ou une typographie un peu moche. Tu te dis, ben voyons, ils sont bien niaiseux, tu sais, comme, ils sont même pas capables de faire un bon graphisme pour m'attraper. Ou parfois, on m'appelle, puis ça prend 50 ans, tu réponds, oui, allô. Finalement, il y a quelqu'un qui te parle, t'as l'impression qu'il est au bout d'une ligne de télégraphe dans un film de Lucky Luke, tellement que ça sonne pas bien. Qui vole les gens comme ça?
Ben, ce sont des petits fraudeurs. Je sais Ouais. pas, je sais pas comment répondre à la question comme il faut, mais je peux vous dire comment ils sont. Je peux pas vous dire qui ils sont précisément, parce que je les Mhm. connais pas. Mais je parlais hier avec un expert en cybersécurité, Steve Waterhouse, qui m'expliquait que Mhm. ces fraudeurs-là sont extrêmement paresseux. Donc, ils cherchent à aller toujours au plus simple. Comme je disais, ils ont des algorithmes qui travaillent pour eux. Puis c'est pour ça que dans les courriels que tu reçois, qui sont un peu mal faits, avec des logos avec les mauvaises couleurs, avec des fautes dans Ah, le titre, tout ça, bon, c'est le fruit de leur paresse. Là. Donc, on peut s'imaginer que c'est pas nécessairement des gens qui ont des doctorats en littérature qui font ça, ou s'ils ont des doctorats en littérature, peut-être qu'ils essaient de se faire pas en graphisme en tout cas. autre qui sont, ouais, c'est ça, ni en graphisme, Mais certainement. qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de ça? Parce que, tu sais, dans la vie, c'est quand on fait face à un problème, on se dit, bon, ben voilà, comment vais-je réagir? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, nous, comme individus, pour se comporter de façon plus sécuritaire? Mettons, les mots de passe, est-ce que c'est un exemple de prudence à varier nos mots de passe? Oui, il y a toutes sortes de mesures qu'on nous conseille tout le temps. Varier nos mots de passe, adopter la double vérification pour les comptes. Là. Ça, quand on nous demande de confirmer notre compte avec un numéro de téléphone ou quelque chose comme ça. Donc, nos appareils, les différentes plateformes essaient de se sécuriser comme ça. Puis nous, ben, quand on accepte, ben, on est un petit peu plus en sécurité. Par contre, comme l'expliquent les experts là, tous les mois. Mhm. Une fois que les données ont fuité, une fois, elles sont compromises pour toujours, puis là, on ne peut qu'attendre les conséquences de ça. C'est pour ça que les protections qui sont en place, les services de surveillance, ne sont pas nécessairement des protections qui sont suffisantes parce qu'elles nous permettent de voir que nos informations ont été compromises, mais elles ne permettent pas d'aller repérer l'endroit où ces informations-là se trouvent désormais, puis Mhm. de les supprimer. Donc, une fois qu'il y a une fuite, c'est fini cette information-là, et sans être publique, entre guillemets, mais elle est entre les mains des escrocs. Et si Potentiellement entre les mains des escrocs. mais immédiatement, je réfléchis, puis tout de suite, je pense à cette fuite de données massives chez Desjardins. Est-ce qu'on Oui. connaît la nature, tu sais, des informations qui ont été prises? Est-ce que c'est très grave? Est-ce que tous les gens qui savent que leurs données ont été fuitées, c'est un nouveau verbe, tous ces gens-là doivent s'inquiéter dans l'impuissance? C'est ce que je comprends qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire à part s'attendre à ce qu'éventuellement ça puisse apparaître comme un problème. C'est ça, les informations, c'est comme ce qu'on voyait dans le texte de Jean-Louis Fortin mercredi matin, là, qui a fait la une du journal, c'est nom, Mhm. numéro de téléphone, adresse, date de naissance, numéro d'assurance sociale, etc. Donc, ce sont ces informations-là qui, en gros, qui étaient dans le document, là, dans le fameux document Excel qui a fuité puis qui a ensuite Mhm. été vendu là, par les voyous. Euh, J'aime le En terme que effet, tu il as n'y a rien. utilisé par les voyous. C'est parce que dans ce cas-ci, c'était vraiment des voyous. Ils se sont fait payer en carte cadeau de Saint-Hubert Barbecue. Et une fois, pour répondre à ta question, une fois que ces informations-là ont fuité, elles sont compromises. Donc, tout le monde peut s'attendre, tout le monde qui était dans le lot là, de membres des jardins peut s'attendre à un moment donné à avoir des tentatives d'hameçonnage ou différents désagréments du genre. Là. Ça peut aller plus loin jusqu'au vol d'identité et tout. Ben oui. Euh, Et donc là, dans le contexte, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on devrait, bon, si mon numéro d'assurance sociale est parti, est-ce qu'on devrait changer le numéro d'assurance Ben sociale pour oui, c'est essayer ça. Et t'en le parles dans problème? ton article de ça. Mhm. Oui, c'est ça. Puis la réponse, c'est non. D'abord, le Service Canada va refuser là, de changer votre numéro d'assurance sociale si jamais, s'il n'y a pas eu une fraude avérée là, avec votre numéro d'assurance sociale. OK. Donc, pour réussir à le faire changer, ça va être très compliqué. Il va falloir aller avoir un rapport de police, il va falloir signaler la fraude aux agences de crédit, il va falloir donc monter un petit dossier, aller présenter ça à Service Canada. Et si Service Canada accepte de le faire, ben après, ça vient avec une certaine complexité parce que vous allez vous retrouver
comme avec 2 numéros d'assurance sociale. Puis il va falloir contacter tout le monde, donc vos institutions bancaires actuelles et passées, vos employeurs actuels et passés, pour leur signaler que vous avez échangé le numéro d'assurance sociale pour qu'ils changent des informations au dossier. Sans quoi le numéro va être, l'ancien numéro va encore être là, puis il va encore être associé à votre nom. Donc le Service Canada appelle à la prudence et il dit c'est pas nécessairement mieux de changer de numéro d'assurance sociale, mais s'il le faut, c'est possible. Simplement, il y a une marche à suivre qui est un peu longue. Il faut prouver qu'il faut obtenir un rapport de police et venir se présenter là, sur place avec toute la documentation nécessaire. C'est dans mon article, là, si jamais... Tout à fait. Ben oui, mais Gabriel, justement, c'est pour ça qu'on trouve ça important de mettre de l'attention sur le travail que vous faites à Section Argent sur ce genre de sujet-là, parce que ma réaction, quand j'entends ce que tu me dis, j'ai une réaction fataliste. C'est-à-dire, ben là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je me souviens récemment, j'ai reçu un courriel d'une entreprise qui m'a dit qu'il y a eu une fuite de données, qui sont désolés, c'est comme ça. Je me souviens de l'avoir lu en faisant comme, ben oui, la foudre pourrait aussi tomber sur ma maison. Je me souviens d'avoir eu cette réaction-là. Et pourtant, y a-t-il quelque chose à faire vraiment? Est-ce que les systèmes législatifs, est-ce que les différents parlements à Ottawa, à Québec, devraient adopter des mesures plus strictes pour surveiller le monde de la finance? Ben, le gouvernement du Québec a déjà adopté une loi là, assez intéressante sur la protection des renseignements personnels qui prévoit des amendes aux entreprises qui ne protègent pas suffisamment bien les renseignements personnels de ses clients, par exemple. Puis les amendes peuvent être assez salées. Là. De mémoire, c'est quelque chose entre 15 000 à plusieurs millions. Là. Je crois 25 millions, dépendamment de la taille de l'entreprise, de l'ampleur de la fuite, etc. Là. Donc, en considération. Or, à l'heure actuelle, ces dispositions-là de la loi sont pas vraiment utilisées. Les entreprises font des signalements, donc quand il y a un incident de confidentialité, c'est comme ça qu'on appelle ça, les entreprises doivent le signaler, ça s'en va dans une banque, c'est public, on peut consulter les incidents de confidentialité puis voir si les données, par exemple, dans, je sais pas, un magasin comme Tigre Géant, comme c'est arrivé dans les derniers mois, ont été compromises. Puis là, après ça, on peut se demander si les nôtres l'ont été, mais ces entreprises-là ne sont pas mises à l'amende. Alors, il y aurait possibilité de le faire. Dans d'autres pays, donc en Europe, où ils ont une loi qui est similaire, là, avec les mêmes paramètres, il y a des amendes très, très salées qui ont été données à certaines entreprises dans les dernières années. Et puis, les experts nous disent que ça a eu un effet, que les entreprises sont un peu plus responsables depuis qu'ils reçoivent des coups de bâton, finalement, quand elles sont fausées. Ils détiennent des informations quand même cruciales. Et nous, comme consommateurs, on est un peu candide. Là. On rigolait l'autre jour en parlant des avertissements. Tu sais, comme quand on signe un contrat puis qu'il y a une clause réglementaire puis ça fait, en micro-caractères, ça fait 12 pages. Il n'y a personne qui lit ça. Arrêtez de nous niaiser. Mais en même temps, on se met nous-mêmes dans la gueule du loup. Là. Je veux dire, avez-vous l'impression dans votre travail, Gabriel, que les gens sont pas conscients de ce qui est à risque dans l'indolence de donner ces informations-là? Ouvrir un compte ici et là, ça nous expose. Moi, si je commande quelque chose, je sais pas, moi, chez Canadian Tire, puis j'écris mon nom, je me crée un compte client, ultimement, je m'expose davantage. Les informations vos informations personnelles se retrouvent à ce moment-là dans la banque de données de Canadian Tire. Puis s'il y a une fuite de données ou une cyberattaque qui touche Canadian Tire, à ce moment-là, il y a des chances, en effet, que vos données soient compromises. On donne des informations personnelles, partout. Puis pour se protéger absolument, il faudrait pratiquement revenir au papier et au crayon. Il y a certaines personnes qui voient ça comme un beau rêve. On pourrait enfin être libéré de tous les appareils technologiques. Toutes les laisses électroniques qui nous affublent. C'est ça, de tous ces comptes-là sur lesquels on passe un temps fou. On serait libéré aussi d'innombrables cartes dans nos portefeuilles. Donc, il y a des gens qui
trouve ça beau, mais il y a des gens qui consentent donc à l'époque puis qui disent bon, c'est nécessaire, là, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il faut essayer simplement de partager nos informations avec minutie. Alors, si quelqu'un nous demande notre numéro d'assurance sociale, par exemple, ben, avant de le donner, il faut s'assurer que c'est absolument nécessaire de le donner. Et qu'ils ont un système assez étanche. Tu sais, si tu donnes ton numéro d'assurance sociale puis que c'est une banque puis tu ouvres un compte ou une hypothèque, c'est peut-être normal, mais si c'est pour l'achat d'une balayeuse à 1000 pièces dans un commerce un peu bizarre, non. C'est ça. Donc, il y a comme la règle du gros bon sens qui est là. Puis, ça peut être intéressant de lire, bon, quand on s'inscrit à un programme de fidélité dans une pharmacie ou je ne sais trop. Ça peut être intéressant de lire ce qui est écrit dans les petits caractères pour savoir avec qui est-ce que les renseignements, vos renseignements personnels peuvent être partagés. Parce que, bon, dans certains cas, si vos renseignements, si vous acceptez de donner vos renseignements à une compagnie X, puis que celle-là, dans sa politique, vous dit qu'elle les partage avec tel et tel et tel partenaire, eh bien là, vous multipliez les risques Effectivement. d'une fuite de données parce que si n'importe laquelle de ces compagnies-là, partenaires, est visée donc, par une cyberattaque, ben, vous pourriez être victime, vous trouver victime là, sans jamais avoir consciemment donné votre accord. Et pourtant, récemment, j'étais sur une mise en attente d'un assureur très populaire et on m'a averti en long et en large qu'on fait partager des informations avec des collaborateurs. Puis candidement, t'attends, puis tu fais, ben là, je n'ai pas trop le choix. Une chance que vous êtes là pour fouiller l'information parce que la meilleure protection, c'est d'être informé. Gabriel Côté, journaliste à la section Argent du Journal de Montréal. Merci beaucoup. Bonne journée. Beaucoup, bonne journée.